Bonjour Jean-Yves Le Naour. Bonjour. Vous êtes un des grands historiens de la Première Guerre mondiale. Il y a 100 ans exactement, avant les cérémonies du 11 novembre qui vont marquer ce centenaire, un mot aujourd'hui, Emmanuel Macron, le président de la République, rend hommage aux tirailleurs sénégalais à Reims. Ces tirailleurs, ces combattants noirs de la Première Guerre mondiale qui ont été tellement méprisés dans l'histoire. Alors ils ont été méprisés dans l'histoire peut-être, mais quand même, entre 1914 et jusqu'en 1960, ils ont été vantés comme la force impériale de la France. C'est-à-dire que la France, en 1914, c'est un pays de 39 millions d'habitants. Il y a 65 millions d'Allemands. Donc, comment faire pour affronter l'Allemagne qui est supérieure en nombre? Heureusement, il y a cet empire. Voilà. Et même pendant la Seconde Guerre mondiale, rappelez-vous, en 1939, il y avait ces affiches « Nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts ». Et il y avait cette immense tache rose, l'Empire français. Donc, ces soldats, eh bien, on les a vantés comme les noirs cariatides de la puissance française. Oui, alors le terme est créé en 1857, tirailleurs sénégalais, mais ils viennent aussi du Mali, on le voit, la présence du président malien aujourd'hui à ces cérémonies, ils viennent finalement de toute l'Afrique de l'Ouest. C'est cela, c'est cela. Le terme a été inventé à partir du Sénégal, à partir de la conquête coloniale, et il est resté pour désigner toutes ces troupes qui ont été engagées, qui ont été prélevées même parfois de force sur toute l'Afrique de l'Ouest. Oui, 130 000 combattants, tirailleurs sénégalais. Et 30 000 resteront pour toujours dans la terre de France. Alors c'est vrai qu'il y a eu aussi des légendes, des mythes qui sont tenaces, on les entend encore, comme quoi on les aurait utilisés en première ligne, on aurait voulu épargner du sang blanc en utilisant le sang noir. Est-ce qu'effectivement ils ont été davantage sacrifiés? Non, il suffit de regarder les chiffres des pertes, c'est exactement les mêmes, les régiments blancs et les régiments noirs, exactement les mêmes pertes. Donc en fait, les blancs comme les noirs ont servi de chair à canon, tout le monde a servi de chair à canon dans cette guerre. Oui, mais après, on le sait bien, ils n'ont pas eu la même pension, ils n'ont pas été reconnus de la même manière que leurs compagnons d'armes blancs. Alors, pour les pensions, elles ont été cristallisées après les indépendances. Donc, c'est une question, effectivement, qui a surgi après 1960. Mais auparavant, l'injustice de la France, si vous voulez, elle est d'ordre politique. C'est-à-dire qu'en 1915-1916, il y avait eu des résistances à la conscription ou aux engagements, parce que ce n'étaient pas des citoyens français, donc ils n'étaient pas des conscrits, ils n'étaient pas obligés de faire leur service militaire, ils n'étaient pas mobilisés, ils devaient donc s'engager. Mais il y avait des pressions très fortes et il y avait des résistances. Et en 1918, pour lever ces résistances, un député noir du Sénégal, député français, Blaise Diagne, eh bien, a parcouru toute l'Afrique de l'Ouest en promettant la citoyenneté. Il considérait que le service militaire, en quelque sorte, serait un cheval de Troie des droits politiques et qu'ensuite, on serait des Français à part entière. Il y aurait une véritable assimilation, une égalité. Et cela, la France n'a pas tenu parole. Elle n'a pas donné la nationalité française aux anciens combattants. Oui, aujourd'hui, Emmanuel Macron, donc à Reims, va rendre hommage à ces tirailleurs sénégalais. Il va aussi auparavant se rendre à Verdun. Verdun, le lieu de l'enfer de la Première Guerre mondiale. Alors Verdun, effectivement, le mot est terrifiant pour les Français, parce que qu'est-ce que ça représente? Ça représente 60 millions d'obus sur un tout petit secteur de front. C'est-à-dire que chaque mètre carré a reçu 1 ou 2 obus. Vous avez la côte 304 qui, à la fin de la bataille, elle ne mesure plus que 297 mètres. Elle a perdu 7 mètres de hauteur à force d'être rabotée par les explosions. 300 000 hommes sont morts là sur ce petit secteur du front. Et puis figurez-vous, pourquoi? Absolument pour rien. Entre février et décembre 1916, on est revenu exactement sur les positions de départ. C'est une bataille qui ne sert absolument à rien. C'est une bataille juste qui a un enjeu moral, un enjeu politique. Elle n'a pas d'enjeu militaire, elle n'a pas d'enjeu stratégique. Tous ces morts l'ont été en vain. Oui, une guerre qui va faire 10 millions de morts civiles et militaires, 60 millions de soldats engagés. C'est la grande guerre que nous célébrons aujourd'hui, 100 ans après. C'est vrai que c'est une guerre tout à fait, comment dire, on n'a jamais vu cela. D'abord, évidemment, c'est la Première Guerre mondiale. Mais c'est aussi la première des guerres industrielles. Peut-être qu'on avait déjà vu avec la guerre de sécession les prémices de cette guerre industrielle. Mais voilà, c'est la mobilisation aussi de tout un peuple. C'est la guerre totale, la première des guerres totales. C'est-à-dire que c'est la mobilisation de toutes les énergies, hein, les femmes à l'arrière, la mobilisation financière, la mobilisation économique. C'est donc des pays, des nations entières hein, qui sont ainsi mobilisées. Donc grande guerre industrielle, grande guerre, Première Guerre mondiale, guerre totale, mais aussi guerre terroriste. Oui.
puisque si l'arrière est mobilisé et si chacun combat à sa place, y compris l'ouvrière dans une usine de guerre, il devient légitime de frapper l'arrière, des bombardements de villes par des canons, comme la fameuse Grosse Bertha, ou des raids aériens. Vous voyez, on va bombarder Londres, les Allemands par Zeppelin vont bombarder jusqu'à Édimbourg. On bombarde des objectifs civils. C'est la guerre terroriste aussi, 14-18. Oui. Donc vous dites en fait, cette guerre est le prémisse de tout ce qui va se passer finalement pendant ce siècle terrifiant. Et on peut considérer effectivement que le siècle est né là, dans les tranchées de 14-18. Alors 14, c'est encore un petit peu le 19e siècle qui se prolonge. On retrouve une sorte de guerre nationale entre nations européennes. Mais 1917, on voit bien qu'on a changé d'époque. On est entré dans la guerre idéologique, puisque d'un côté, il y a la révélation de la puissance américaine, avec les objectifs mondialistes de Wilson, de société des nations, des armements, libre-échange, bien sûr. C'est la première puissance économique du monde, donc elle défend aussi ses intérêts. Et puis de l'autre côté, le phare de la révolution qui s'allume à l'Est, le phare du prolétariat, la révolution bolchevique. Et là, vous allez avoir deux messianismes qui, sur les décombres de l'Europe, qui s'est suicidé, deux messianismes qui vont s'affronter, le messianisme communiste et le messianisme américain libre-échangiste, oui. Libéral. Et donc, ils vont s'affronter ainsi, après 1945, évidemment, parce que l'Europe s'est suicidée une bonne fois pour toutes avec la Seconde Guerre mondiale. Et il a fallu donc la disparition de l'URSS en 1991 pour qu'on entre dans un autre siècle, le 21e siècle. Alors, donc le court 20e siècle, 14-91. Les protagonistes de la Seconde Guerre mondiale sont là, sont des acteurs de la première. Je pense évidemment au maréchal Pétain, au futur maréchal Pétain, et puis à Adolf Hitler. Ils sont dans les tranchées. Oui, alors Pétain, effectivement, lui devait prendre sa retraite en 14, il va devenir le chef de l'armée française en 17, donc il a une ascension considérable. Hitler, lui, c'est un petit soldat, puis caporal, décoré, gazé, il apprend le 11 novembre à l'hôpital, il en pleure, il maudit ceux qui ont fait la paix, qui sont pour lui sont des traîtres. Donc pour lui, ce n'est qu'une pause, 14, 1918, l'armistice. Il faudra reprendre la guerre, le dernier mot n'a pas été dit. Et quelqu'un comme De Gaulle, qui lui aussi a fait la guerre, qui a été fait prisonnier à Verdun en 1916. Quand il revient, lui aussi, il écrit « Le dernier mot n'a pas été dit entre la France et l'Allemagne. La paix n'est qu'une vieille couverture jetée sur des haines et des ambitions qui n'ont pas été vidées. » Donc, malheureusement, la guerre risque de continuer. C'est ce qu'il écrit en 1919. Oui. 11 novembre 1918, vous dites, ça n'est pas vraiment l'armistice, c'est une capitulation, et les traités de paix qui s'en suivent sont porteurs de menaces de guerre. Alors bien sûr, le traité de Versailles est une paix qui est ratée, tout le monde le sait. Mais en même temps, le problème, c'est que, vous l'avez dit, l'Allemagne, finalement, a dissimulé avec l'armistice, un armistice qui a été conclu avant que le territoire allemand soit envahi, a dissimulé sa défaite, alors que c'était en réalité une capitulation ce 11 novembre. Mais elle a dit aux Allemands, votre territoire n'a pas été envahi, les soldats qui sont revenus ont été couverts de fleurs, ils ont défilé sous la porte de Brandebourg. L'Allemagne, les dirigeants allemands ont dit « vous n'avez pas été vaincus ». Donc à partir de ce moment-là, quand on leur soumet une paix qui est sévère, eh bien, elle est illégitime de toute façon. Et l'Allemagne a été trahie. Elle a été trahie par ceux qui ont fait la révolution, qui ont renversé l'Empire. Elle a été trahie par ces socialistes, ces démocrates, que l'extrême droite va appeler les criminels de novembre. Elle y rajoutera les juifs, évidemment, hein, dans son antisémitisme forcené. Mais le problème, c'est que toute paix aurait été légitime pour les Allemands, illégitime, hein, puisqu'ils n'avaient pas perdu la guerre. Or, c'était un mensonge fabriqué par le commandement allemand. Oui. Qu'est-ce qu'on célèbre finalement, Jean-Yves Le Naour, 100 ans après, en ce 11 novembre 2018 ? Eh bien, je crois qu'on ne célèbre pas, on commémore. Commémorer, ça veut dire se souvenir ensemble. Se souvenir ensemble, c'est-à-dire qu'on se réunit tous autour de notre grande tombe, autour de notre histoire qui nous a dévorés. Français, mais aussi Allemands. On peut se réunir ensemble aujourd'hui. Mais en même temps, quand vous dites célébrer, finalement, c'est pas faux, parce que derrière la commémoration de la guerre, il s'agit d'exorciser la guerre, il s'agit de la repousser, il s'agit de la maudire. Donc il y a une célébration derrière, c'est la célébration de la paix. Et la paix et l'Europe, eh bien, elles ont été fondées par ce fleuve de sang. Non pas par un désir de vivre ensemble, non pas par l'amour de son voisin, mais par la détestation de la guerre. Merci beaucoup Jean-Yves Le Naour, c'est absolument fascinant. 5 de vos livres qui ont des best-sellers réunis en un seul chez Perrin, c'est l'intégrale 14-18, raconté comme si on y était, de manière très vive, comme on vous y a vu. Merci Jean-Yves Le Naour. Merci à vous.